Je le répète 1000 fois et encore, personne ne sait que j'en chie à mort, et la télévision qui tombe du plafond, personne ne sait que j'en chie à fond. Putain, fait chier, mais tellement marre, envie de tout reprendre au point de départ. Ce couplet est triste, et une fois encore, je répète, putain, j'en chie à mort. Tristesse, ma lueur, 1985. Jan Kadiagileva surgit au milieu des années 80 sur la scène rock de Novosibirsk, en Sibérie. Je n'ai jamais été à Novosibirsk. Ce que je sais de Novosibirsk, barres d'immeubles à perte de vue, forêts de sapins qui s'étendent, s'étendent, s'étendent. J'imagine de grandes avenues blanches, des Lada et des voitures plus pourries que ça, des Gigoulis, des Zaporozhets, des cheminées d'usines et de vastes rives à dévaler en courant et en criant, boule de neige à la main. En entendant Sibérie, les Russes pensent souvent d'abord aux déportations forcées. Staline a dépeuplé les grandes villes soviétiques en envoyant ceux que l'on soupçonnait de liberté de pensée, les présumés ennemis du peuple, dans les camps de travail des confins du territoire. Staline a peuplé la Sibérie en dépeuplant d'abord l'Ukraine et la Biélorussie, en envoyant les soi-disant koulaks, grands paysans accusés de saboter les récoltes, habiter ces terres ingrates, quitte à y mourir de faim. Staline a aussi peuplé la Sibérie en y bannissant les peuples qu'il voulait chasser pour des raisons ethniques, les Tatars, les Tchétchènes, les Ingouches, les Kalmouks, les Balkars, les Karatchaïs, les Lettons, les Lituaniens, les Estoniens, les Allemands, les Polonais, les Finlandais, les Coréens, déportés dans une grande violence, condamnés à travailler dans la métallurgie, la production de machines industrielles, puis le nucléaire. Il réservait l'extraction des métaux aux détenus des camps de travail. Un territoire pas fait pour y vivre, caniculaire l'été, dont les températures descendent jusqu'à moins 30, moins 40 degrés l'hiver, où siégeait la production industrielle soviétique, où siège toujours la production industrielle russe. Usines chimiques, usines thermiques, usines d'étain, usines de concentrés chimiques produisant du combustible nucléaire, usines de cheminées, usines de béton armé, usines de dispositifs optiques, usines de sacs plastiques, stations hydroélectriques, usines académiques aussi, avec la cité universitaire d'Akademgorodok et sa myriade de facultés. L'air manque, la fumée encombrée de métaux lourds et déchets chimiques emplit l'atmosphère et bouche les voies respiratoires. Les villes sibériennes sont des colosses de plusieurs millions d'habitants, des villes périphériques de la taille de capitale européenne. Jan Kadiagileva est né en 1966. C'est l'année de naissance de mes parents et j'aimerais réussir à en dire autre chose, détacher cette année de ses connotations privées qui ne disent rien à personne sauf à moi. En 1966, Gagarin est déjà revenu de son premier tour dans l'espace. Il prend du poids et on le rétrograde. Il devient la doublure d'un autre cosmonaute. En 1966, l'URSS commence lentement à se dégeler, mais le dégel n'arrive pas jusqu'en Sibérie. Pour cela, il faudra attendre le réchauffement climatique. Mes parents naissent à Moscou dans une famille d'ingénieurs. Jan Kadiagileva naît à Novosibirsk dans une famille d'ingénieurs, pas du tout aisée, avec laquelle elle vit dans une simple maison en bois, une isba traditionnelle, comme dans les contes russes. Elle étudie dans le meilleur lycée de Novosibirsk, l'école numéro 42, n'aime pas les sciences exactes qui sont l'alpha et l'oméga de l'enseignement russe, s'intéresse à la littérature, écrit des rédactions brillantes. Elle étudie la musique au conservatoire, mais finit par claquer la porte. Elle commence des études d'ingénieur du transport fluvial. En URSS, quand on avait un cerveau, il fallait faire ingénieur. Il y avait beaucoup de débouchés pour les ingénieurs. L'ingénierie de l'eau, l'ingénierie du gaz, l'ingénierie des transports, l'ingénierie du pétrole, l'ingénierie des bâtiments, l'ingénierie des ponts, l'ingénierie des armes. Il fallait être un génie utile à la production du régime, s'ingénier à l'être, faire preuve d'ingéniosité. C'est ce que Janka fait. Elle arrête ses études au début de la deuxième année. Elle écrit des poèmes et des chansons et griffonne sur un bout de table pendant les cours. Au milieu des années 80, elle rencontre des premiers chanteurs de rock, Alexandre Barlachov notamment, dont les textes empreints de folklore russe évoquent Mayakovsky ou Mandelstam. Une rencontre artistique et humaine marquante. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'elle, on parle souvent des hommes qui ont été importants pour elle. Elle était pourtant bien plus intéressante et plus talentueuse. Elle avait simplement besoin de rencontrer les artistes qui lui donneraient l'élan pour se lancer. La Sibérie des années 80 était encore un système clos et totalitaire. La perestroïka initiée par Gorbatchev, qui ambitionnait de transformer l'économie soviétique en économie de marché
en ouvrant des libertés aux citoyens russes au passage, a mis un peu de temps à arriver en Sibérie. Les textes de Yanka Diaghilev jaillissent dans l'univers quadrillé où chaque excentricité, chaque écart au comportement prescrit menaçait de vous envoyer en prison ou à l'asile psychiatrique. La psychiatrie soviétique était une psychiatrie de correction, une psychiatrie répressive qui punissait les comportements dissidents. Avant de chanter en public, il fallait faire autoriser les paroles de ses chansons par un comité de censure. Tout achat de livres, de CD, de vêtements, de voitures était réglementé. Tout achat de marchandises venues d'Occident était réprimé. Une chanson de Yanka de 1987 donne un aperçu de cet univers. Comment vivre? On te le dira en réunion. Boire quoi? T'as qu'à lire Lucas. Manger quoi? Rubrique conseil utile. La vie mode d'emploi. Lis Lucas 3 fois. Et 2 fois le papier sur les fusées ailées. Où vivre? Va te renseigner au comité. Avec quoi? Quelle question fut-il? Chanter quoi? Le parti va te l'indiquer. Sois un guerrier, rends-toi utile. Avec qui coucher? Demande à la cellule. On t'y donnera une réponse conforme. Chaque indécence te couvre de honte. Crie non au guerre des étoiles. Quelque chose ne va pas? Adresse-toi au journal ou à l'émission de radio. On t'aidera d'un conseil paternel qui fera pleurer les inamicaux. Donne ton salaire au Fonds mondial. Rends heureux les enfants du monde. Sois humble et discret avec ta hiérarchie. Elle est responsable de toi, n'oublie pas. Dépêche-toi d'entrer au DOSAF pour renforcer la défense du pays. 30 centimes par mois, l'armée veille. Tu peux dormir sur tes 2 oreilles. À notre parti, la gloire. Incline-toi devant le comité central. Nos grandes lois font l'histoire. Vive notre puissance mondiale. À la vie d'Ilitch, au précepte de Lénine, en avant-marche, drapeau rouge ICO, le monde est entre nos mains à tous, nous brandissons nos drapeaux. Comment vivre? 1987. Yanka décrit une république de conseils, l'Union soviétique, l'Union des soviets voulait justement dire Union des conseils, où il était impossible de se mouvoir sans le conseil bienveillant d'un père, d'une grand-mère, d'un officiel, où chaque geste devait être recommandé, chaque initiative validée ou sanctionnée. Les agents du KGB rôdaient, ils s'ennuyaient, ils avaient des cartes et des dossiers à remplir, de la paperasse à tamponner, les services secrets n'étaient pas encore passés au numérique. Au bord des pôles, il y a des milliers de kilomètres de rien, ou de presque rien. Dans ce presque réside la différence. Le presque est la brèche d'où le punk peut surgir. Le punk est la pièce déficitaire, le produit manufacturé qui fait dérailler la chaîne de l'usine. À l'échelle de la Russie soviétique, c'était un phénomène unique. À Leningrad et à Moscou, il y avait le rock dissident. En Sibérie, il y avait une scène punk mal peignée, sincère et incontrôlable, qui trouait la brume industrielle sibérienne. En 1984, Egor Letov fonde le groupe Grajanskaya Baron, littéralement défense civile. En 1987, Yanka Diaghilev rencontre Egor Letov. Ils ont tous les deux besoin de déborder hors de ce système codifié, d'exploser les interdits. Ils écrivent, font de la musique ensemble, voyagent aux 4 coins de l'Union soviétique, se donnent en concert dans des appartements, jouent dans les cuisines, dans les caves. C'est un mouvement souterrain, bien plus souterrain que le punk anglais ou américain qui entre alors dans les grandes salles de concert. À Londres, pendant les mêmes années, le punk commence à mourir. À Omsk, Novosibirsk, Tyumen, Angarsk, Kiev, Kharkiv, Simferopol, Leningrad, Moscou, Vilnius, Yanka Diaghilev et Egor Letov chantent Strana Durakov, pays d'abrutis, à s'en trancher les cordes vocales, les phrases étaient des lames. La dictature a un impact sur la liberté de s'enfoncer des épingles dans le nez. Ces punks-là ne portaient pas de crête et de veste à clous. Accoutrés comme ça, à peine sortis de son hall d'immeuble, on se faisait déjà passer à tabac au coin de l'immeuble voisin. Mais ils se plaçaient en opposition totale, une opposition absolue, métaphysique, à tout ce qui les entourait. Ils faisaient une musique sale, bruyante et rapide. Cette musique était un acte de révolte existentielle, seule façon de survivre dans un univers moribond, où l'anéantissement se condensait en particules de silence épais, ne parvenant pas tout à fait à faire oublier les corps envoyés ici en quantité industrielle, exténués dans les camps de travail, dont on cachait la lente décrépitude, le délabrement, la gueule ouverte, les tissus se désintégrant tandis que le cœur battait encore poussivement, aux habitants des grandes villes, là-bas, à Moscou, à Leningrad. Cette région où la violence politique était partout, palimpseste de cadavres, décomposés sous les forêts de pain. Comment avoir 20 ans quand on grandit là? Comment ne pas devenir un mort-vivant dès la sortie du lycée?
En tant que femme, la voie était toute tracée. Devenir un maillon du système, donner naissance à de futurs soldats, reproduire la nation. Dans les années 80, la contraception n'était pas encore arrivée en Union soviétique. À peine adultes, les filles étaient déjà mères. Il fallait oser prendre les chemins de traverse pour marcher sur les rails du tramway. Toi et moi, on ira se promener sur les rails du tramway. On s'assiera sur les tuyaux au début de la route du périph'. Notre vent chaud sera la fumée noire des cheminées d'usine, et notre étoile du berger, la soucoupe jaune du feu rouge. Si on y arrive, avant cette nuit, on ne rentrera pas dans nos cages. En 2 secondes, on doit être capable de s'enfouir sous terre. On restera couché quand on se fera rouler dessus par les voitures grises. Elles emporteront ceux qui ne savent pas se prélasser dans la crasse. Si on a le temps, on continuera à glisser sur les traverses. Tu verras le ciel et je verrai la terre sur tes semelles. Si jamais un jour on rentre, faudra brûler toutes nos fringues. Si un fourgon bleu ne nous ramasse pas sur la route. S'ils viennent, ne dis pas qu'on s'est promené sur les rails du tramway. Ce sera le premier signe d'infraction ou de schizophrénie. On aurait le droit au portrait souriant de Félix Defer. Ce sera très long et ce sera sûrement très juste. Une punition pour nous être promenés sur les rails du tramway. La juste punition pour avoir marché sur les rails du tramway. On nous tuera pour nous être promenés sur les rails du tramway. On nous tuera pour avoir marché à 2 sur les rails du tramway. Sur les rails du tramway, 1988. Yanka Diagileva est la seule femme dans l'univers du punk sibérien, la seule loin à la ronde. Elle s'impose dans un monde peuplé d'hommes qui font parader leur voix rauque et musclent leur virilité derrière leurs instruments. Dans ce monde, on attend de Yanka qu'elle prépare le thé et passe la serpillière. Yanka refuse de préparer le thé et de passer la serpillière. Elle s'assoit parmi les mecs avec sa guitare acoustique et elle chante des chansons. Elle le fait avec grâce, elle boit des coups, elle s'entend bien avec tout le monde. On l'appelle Khakhatushka, la rigolarde ou la ricaneuse, ça devait dépendre des jours. Mais son talent est si évident qu'il éclipse le reste. C'est une tempête solaire, la lumière si forte qu'elle vous emporte dans son tourbillon. Ses chansons font entendre une poésie étrange et énergique, ciselée sous l'influence des étoiles de la poésie russe, Marina Tsvetaeva, Anna Akhmatova. Yanka Diagileva écrivait avant que l'écriture objective n'arrive jusqu'en Russie. Personne ne corrigeait les métaphores de Yanka Diagileva. Ces images étaient des fulgurances, où la saisie du monde par le prisme des sonorités de la langue était créatrice de sens. Elles étaient à la fois construites et sauvages, elles étaient nourries par le futurisme, le symbolisme, les grands ismes de la poésie russe. Et en même temps, elles n'en avaient rien à foutre, elles faisaient du punk. Ces étoiles qui tombent du ciel, les mégots de l'étage du dessus. Assise là en chemise grise, je contemple par la fenêtre, mère patrie, civilisation de Russie. Ce sont des formes tragiques, des formules et des signes, savoir un signe et cruauté de ces villes de débauche, les chauffeurs de taxi fiers, au rythme de la musique, en chemise grise, le vent me grise, je n'ai pas pitié de la patrie. Novosibirsk, fin 89. Avec Egor Letov, ils sont les éléments déclassés. C'est le titre d'une chanson que Yanka Diagileva écrit pour le groupe Grajdanskaya Barona, l'une des rares chansons présentées comme une chanson en duo. Assez vite, leurs disputes deviennent explosives, le couple vit sans cesse au bord de la rupture. Yanka cherche à monter son propre groupe et à développer son projet en solo. Du punk, elle garde l'intensité, la décharge d'énergie à une puissance maximale. Ses chansons mêlent le rock et le folk, dans ses paroles, dada et réalisme magique se rencontrent. Sa poésie est un feu d'artifice, ce sont les cris fusant la nuit à l'heure où on vous impose de dormir, entrecoupés d'aboiements, de feux de joie. Cela ne veut pas rien dire. Parfois le sens est là, parfois il se désagrège. Ça fait partie de la poésie. Ça fait plus de 100 ans qu'on vous le dit. J'ai essayé de faire écouter une chanson, mais je m'y suis prise tard. Donc je vais mettre mon téléphone dans le micro, on va voir si ça va marcher. А мы пойдем с тобою, погуляем по трамвайным рельсам. Посидим на трубах у начала кольцевой дороги. Нашим теплым ветром будет черный дым с трубозавода. Путеводной звездой будет желтая тарелка светофора. Если нам удастся, мы до ночи не вернемся в клетку. Мы должны уметь за 2 секунды зарываться в землю.
чтобы остаться там лежать, когда по нам поедут серые машины. Увозя с собой тех, кто не умел и не хотел в грязи валяться. Если мы успеем, мы продолжим путь ползком по шпалам. Ты увидишь небо, я увижу землю на твоих подошвах. Надо будет сжечь в печи одежду, если мы вернемся. Если нас не встретят на пороге синие фуражки. Если встретят, ты молчишь, что мы с тобой гуляли по трамвайным рельсам. Это первый признак преступления или шизофрении. А с портрета будет улыбаться нам железный Феликс. Это будет очень долго, это будет очень справедливым наказанием за то, что мы гуляли по трамвайным рельсам. Справедливым наказанием за прогулки по трамвайным рельсам. Нас убьют за то, что мы гуляли по трамвайным рельсам. Нас убьют за то, что мы с тобой гуляли по трамвайным рельсам. Moi, j'ai rien entendu. La musique, c'est très bien, oui. Mais la voix, et je suis pas la seule. Moi, j'ai entendu la voix. La lecture, vous n'avez pas entendu? La chanson, oui, très bien. mais Trop près du micro. trop près du micro. On l'a entendu quand même. Ah ben nous, on est un peu sourds. Et on est devant, c'est pour ça qu'on est devant. Je pensais lire encore un peu, donc dites-moi si... Là, comme ça, vous entendez? Là, oui, c'est mieux. D'accord, je vais lire comme ça. Nous sommes en 2022, je n'ai jamais été à Novosibirsk, la Russie a envahi l'Ukraine et Gorbatchev vient de mourir. Je suis née en 1988 à Moscou. Les chansons et poèmes de Yanka Diagileva datent de l'année de ma naissance. Je ne l'ai découverte que beaucoup plus tard. Dans les années 90, mes parents étaient encore soviétiques. J'étais une enfant soviétique qui grandissait hors de son aquarium. Un poisson lâché dans la forêt, sur une terre parsemée de feuilles sèches et branches brisées, qui se propulsait par la force conjuguée des muscles du cou et de la queue, comprimant ses nageoires pour se glisser en avant. Des embardées plus que des bonds, des projections hasardeuses vers l'inconnu. À 10 ans, je portais des jeans élimés et une veste en jean, pour faire comme mon père, qui portait des jeans élimés et une veste en jean. Son dress code était celui de tous les garçons soviétiques. Ils empruntaient autant au rêve américain qu'à la culture des bandits des années 80 et 90 en Russie. Des petits voyous qui passaient leur journée au garage ou dans des casses automobiles, ils dévissaient les pièces des voitures accidentées pour les revendre quelques mètres plus loin. J'avais été biberonnée aux cassettes audio que l'on écoutait dans la voiture avec mon père. Des chanteurs russes exclusivement masculins à la voix éraillée, dont les morceaux romançaient la galère, la tôle, les bastons. Ils racontaient les voleurs au pouvoir, les bandits de grand chemin, les guerres dont on ne revient pas. En français et en allemand, les langues que je parlais à l'école, il n'y avait aucun espace pour dire ce monde-là, pas même pour penser à le faire exister. Il n'y avait pas de femmes dans ce monde et le passé qui était le mien était effacé. Les cultures qui m'inspiraient étaient des cultures masculines, des cultures de l'Ouest qui venaient du haut mais qui s'appropriaient le culte de la force d'en haut pour retourner le stigmate. C'était le rap et puis c'était le punk. Je m'habillais comme les hommes, je voulais être du côté de la force. Je réfléchissais peu à ma condition de femme, au fait d'être une femme. Plus tard, j'ai découvert les Riot Girls, les groupes de punk féministes. Elles dégageaient une puissance incroyable. Elles étaient minoritaires dans l'univers du punk, qui restait un univers masculin, violent, souvent sexiste, bien qu'il ne s'assumât pas comme tel. J'avais des cheveux verts et roses, la tête rasée à moitié. Quand je retournais en Russie, des vieilles mamies inconnues me hurlaient dessus dans la rue. Elles me disaient de rentrer chez moi me changer. Elles prétendaient que je ressemblais à un épouvantail. Je ne pensais pas que là d'où je venais, il y avait des jeunes femmes comme moi qui écoutaient du punk, qui faisaient du punk. Pourtant, le punk était une culture de losers, et nous, les soviétiques, nous étions des losers en Occident. Mais je ne savais pas que la culture punk avait pu s'exprimer dans l'Union soviétique vieillissante, que cette énergie, cette puissance, avait pu trouver leur place dans son univers étouffant.
Dans le monde où j'avais grandi, il n'y avait pas de femmes et mon passé était effacé. Adolescente, j'aimais le rock, les vestes en cuir, les odeurs de clopes et la bière en canette. J'ai découvert Yanka Diaghilev trop tard, alors que j'étais déjà adulte. J'aurais adoré pouvoir l'écouter à l'adolescence, qu'elle m'accompagne. Yanka Diaghilev était de la génération de mes parents. Ce sont les mêmes photos en noir et blanc, le même genre de coupe de cheveux sur les photos, le même grain, les mêmes contrastes. Quand j'ai découvert Yanka Diaghilev, j'ai eu la sensation étrange de rencontrer une fille qui me ressemblait dans le passé de mes parents, celle d'une Union soviétique dont le capot ouvert donnait sur un moteur refroidi et un dédale de pièces rouillées. J'ai commencé à écrire en écrivant des chansons de punk à 14, 15, 16 ans. J'écrivais des textes plutôt énervés. Je crois qu'il y avait des métaphores venant de la vie urbaine, des trottoirs, des métros, des chaussures, de l'essence, des matraques, des cellules de garde à vue, des camions et des chiens. En tout cas, c'est ce dont je me souviens. Je crois que ces textes parlaient souvent de prison, réelle ou symbolique. Je ne sais plus. Ces textes sont un souvenir. Ma mère avait jeté l'ordinateur sur lequel j'écrivais. Il était trop vieux. Elle croyait qu'il était cassé. Mes textes étaient dessus. Tant pis, j'en ai écrit d'autres. On se réchauffe plus aisément à la lueur des souvenirs que face à la lumière de l'écran. Certains ordinateurs gardent la mémoire des vieilleries qu'on a écrites. La nostalgie s'active après qu'on a jeté les choses à la poubelle. Aujourd'hui, quand je traduis Yanka, je retrouve quelque chose de cette écriture. Je la redécouvre. La sensation de retrouver une vieille copine perdue de vue depuis 20 ans. Pas Yanka, la vieille copine, mais cette écriture-là, plus ou moins rimée, avec des rimes simples, pauvres, parfois sommaires, élaborées dans les images, sincères dans la rage. Une poésie punk. La mienne était entrecoupée de décrochements lyriques qui ne cadraient pas du tout avec le délire général. Celle de Yanka est plus subtile. Elle évoque les nuits où l'on court sur l'asphalte, les grands rires qui percent le silence des cités dortoirs, les vadrouilles. Elle est traversée d'éclats, de bruits de tessons, de bribes de comptines, de postes frontières, de gyrophares, de visions fulgurantes, d'éléments fantasmagoriques, d'êtres mythologiques. Elle donne envie de marcher sur les fils électriques. Ces textes emplissent l'espace étriqué où elle vit, où la pensée n'existe qu'entre des bornes étroites et où un esprit bien formé, capable d'exercer une pensée critique, vous envoie droit derrière les barreaux. Un esprit bien formé, juste bon à se faire coffrer, une furieuse audace, dont le fossé se fracasse, toute la beauté de l'âme, que teigne et poux infâme, et l'amour en grand ne rime qu'avec gueule en sang. Sous un drap dans le vent, la rosée qui s'étend, des idées sans matière, aux invités sans chair, des terres embêtées, aux bêtes enterrées, des tables bien dressées, aux têtes transpercées. Près de la voie ce soir, le vol d'un spoutnik noir, il sauvera, apaisera, la paix il nous apportera, sous un perron rugueux, des palabres ruineux, une affiche rouge et blanche, savon sur la planche. Le peuple se met en route, pour un absurde raout. Au conseil des peuples du monde, nos inepties immondes inondent, imposer sa volonté dans une région enclavée, s'asseoir sans dire un mot et taper sur le tableau, car un esprit bien formé, bon qu'à être enfermé, une furieuse audace, dans le fossé se fracasse. Un esprit bien formé, 90.